A su padre lo habían ahorcado. Había caído al vacío como un saco de grano. Tuvieron que cargarlo a hombros por la noche y después enmudeció, la boca llena de tierra. Entonces todo ardió. Los robles, los prados, los ríos, los gallos de los taludes, la tierra pobre, la iglesia, todo. Él tenía 11 años. J'avais relu des choses sur Thomas Müntzer et notamment, au fond, je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'avais jamais lu ses écrits à lui. J'avais lu des livres sur Müntzer, mais je n'avais pas lu de livres de Müntzer. Or, on a pas mal d'écrits de Müntzer, on a des sermons, des correspondances. Et parce que si Müntzer est peu connu en Espagne, assez peu connu en France, il est très connu en Allemagne en revanche. Et donc, je me suis mis à le lire, et ce qui m'a d'abord donné envie d'écrire, c'est qu'au fond, Müntzer est un écrivain lui-même. C'est un écrivain de grand talent. Il participe donc à un gigantesque processus de révolte qui va traverser l'Allemagne pendant plusieurs années, puis pas seulement l'Allemagne, puisqu'il va aussi toucher la France, enfin bon, et qui touche d'ailleurs, on peut dire, de larges couches de la société allemande, pas seulement les paysans, comme le titre très connu de Engels le laisse croire, la guerre des paysans, mais aussi des ouvriers, notamment des ouvriers des mines, mais aussi des artisans des villes, des petits bourgeois des villes, et puis beaucoup d'étudiants en théologie, puisque la langue qui était la langue des querelles politiques et sociales à l'époque, c'était la théologie. C'était au fond, ce qui était en cause, c'était les principes évangéliques. Ce sont les principes évangéliques que le peuple réinterprétait à sa manière pour essayer de lutter contre l'interprétation jugée fallacieuse qui était seule d'une petite élite religieuse et noble. Au fond. Et alors ce qui m'a intéressé avec Müntzer, c'est comment l'écriture se comporte lorsque la température politique monte. En fait, voilà. Tandis qu'avec Müntzer, au contraire, la société est en état de guerre civile. Et donc là, la littérature prend sa figure la plus frontale, c'est-à-dire elle dit ce qu'elle pense sans prendre de gants, sans précaution en fait, mais évidemment dans un contexte particulier, dans une langue particulière, qui est la langue du christianisme. Mais d'un christianisme de guerre civile. Ce qui m'intéressait, c'est qu'avec Müntzer, on s'aperçoit que finalement, à l'inverse de ce qu'on peut croire, le pamphlet n'est pas une forme marginale de la vie littéraire. C'est l'inverse. Le pamphlet est la forme centrale de la vie littéraire. C'est presque comme si toute la vie littéraire conspirait, rêvait de pouvoir écrire de cette façon, mais ne le pouvait pas en général. On peut même dire, j'évoquais Gracián tout à l'heure, que la densité de signification chez Gracián est une sorte de promesse de pamphlet, qu'on ne peut pas dire tout à fait, où il y a toujours quelque chose qui n'est pas entièrement dit, qui manque, un sens déplacé brutalement, une contradiction qui fait que le sens se trouve. Mais au fond, on voit que dans la tension très forte de Gracián, c'est la tension du pamphlet. On pourrait dire que d'une certaine manière, Müntzer, c'est comme si le Lazarillo de Tormes écrivait lui-même. C'est-à-dire, pour écrire le Lazarillo dans une Espagne où l'Inquisition domine, il faut d'abord être un homme très savant, mais il faut se cacher. Il faut donc publier de manière anonyme. Et on retrouve la première édition du livre des siècles après dans un mur. Vous voyez, bon. Donc c'est toute une ambiance tout à fait singulière pour la littérature au fond. Et c'est finalement l'ambiance générale dans laquelle la littérature s'est développée, c'est-à-dire un très haut degré de contrainte. Alors que Müntzer, lorsque la température politique est si forte, que les affrontements sont si forts, on ne va plus écrire le Lazarillo. C'est pas la peine. À ce moment-là, c'est le Lazarillo qui écrit lui-même, en quelque sorte. Et quand il écrit lui-même, eh bien, ça donne sans doute quelque chose d'assez approchant à ce qu'écrit Thomas Müntzer. Il y a un livre de Marcel Cohen, donc, qui est un écrivain français, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Sur la scène intérieure ». Alors, c'est un livre, tout d'abord, tout à fait intéressant, puisque c'est un livre qui porte sur la Shoah, mais c'est le livre d'un témoin qui n'a pas de souvenirs, puisqu'il était enfant. Il était trop jeune pour avoir des souvenirs. Néanmoins, il était là. Et donc, au fond, c'est un livre où Marcel Cohen essaie de raconter des choses à partir des bribes qui restent, donc d'objets, un coquetier, de sensations, notamment
un parfum, puisque dans mon souvenir, à un moment, il rencontre un de ses oncles, je crois, qui tout à coup, l'embrassant, lui dit « c'est étrange, tu portes la même haute Cologne que ton père ». Et donc il se rend compte à ce moment-là qu'il ne s'en souvenait pas, lui. Il a choisi cette haute Cologne adulte, son père est mort donc depuis très longtemps, déporté, et donc il essaie de se souvenir comment il a choisi cette haute Cologne. Et donc c'est une sorte de Madeleine de Proust, mais qui prend une signification beaucoup plus dense que la Madeleine de Proust, beaucoup plus dramatique. Et Marcel Cohen écrit avec une très grande économie de moyens, énormément de contention, et essaie de trouver, comme ce qu'on pourrait presque dire, une méthode d'écriture pour ne pas trahir ceux qu'il a aimés. Alors, c'est peut-être le contexte politique qui me fait songer à ce livre, un très beau livre de Richard Wright, l'écrivain américain, qui est un livre très célèbre, qu'il a rendu vraiment célèbre autour du monde, s'appelle Black Boy, dans lequel il raconte son enfance dans le sud des États-Unis, de jeunes noirs, donc au moment de la sortie de l'esclavage, hein, en somme. Et c'est un livre, c'est un livre qui n'aurait pas dû exister à certains égards. C'est ce que dit Richard Wright lui-même, puisque normalement il n'aurait pas dû savoir ni lire ni écrire. Il nous raconte qu'il apprend à lire et à écrire quand un livreur passe, je crois, à la maison et lui demande, je ne sais plus, quelque chose, et s'aperçoit qu'il ne sait même pas écrire le chiffre 1. Et Richard Wright explique comment être noir à ce moment-là aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, c'est de voir dans chaque interaction sociale avec un blanc jouer une sorte de comédie très dangereuse, en fait. C'est-à-dire où la mort, ou en tout cas la violence, est toujours là, où le risque est de tous les instants. Et où quand un blanc, par exemple, le regarde, il est obligé de le regarder, parce que s'il ne le regarde pas, le blanc va lui dire « qu'est-ce que t'as, tu caches quelque chose ?» etc. Il doit le regarder, mais pas trop longtemps. Il peut baisser la tête et être humble, mais pas trop non plus. Enfin, il raconte quel rôle peuvent jouer les Noirs pour tenter de survivre dans une société où, au fond, leur vie est sans cesse menacée. On voit qu'aujourd'hui, c'est malheureusement toujours le cas. Alors, l'autre livre, c'est un livre de Gomez Arcos qui s'appelle Anano, et qui est, puisque l'Espagne n'en a jamais fini d'essayer d'élucider son rapport au franquisme, je pense que c'est un très beau livre sur cette question d'un écrivain en exil, en France, qui a écrit ce livre d'ailleurs, je crois, en français, et qui est un livre, alors là, dont la forme, à la fois la forme narrative et l'écriture même sont très singulières. C'est-à-dire la forme de la narration, c'est une forme, ça avance pas à pas, puisqu'on suit une mère, dont le fils est emprisonné sous le franquisme, dont je crois le mari et un autre enfant sont peut-être morts pendant la guerre civile, et qui marche, qui est une femme pauvre, et qui va chercher à voir son fils. Donc, et tout le livre, c'est la marche de cette femme, et la forme qu'a donnée Gomez Arcos en français est une forme extrêmement poétique, mais d'une poésie très, très abrupte, au fond, où il essaie de trouver, sans doute dans une forme littéraire extrêmement élaborée, en même temps un rapport à ce que pourrait être peut-être une poésie populaire, mais pas du tout au sens où on l'entend d'habitude, pas de la chanson, non, la plus élaborée possible. C'est le nouage d'une forme savante à quelque chose, à une réalité beaucoup plus abrupte, beaucoup plus matérielle, qui est là le pas à pas de cette femme qui va chercher son fils. C'est une pièce de théâtre tout à fait étonnante, puisqu'elle est étonnante à la fois par le résultat, enfin par ce qu'elle est, et par son histoire. C'est-à-dire, Brecht a écrit cette pièce, il y est revenu plusieurs fois, puisqu'elle pose des questions que la modernité technique, au fond, l'a obligé à reposer différemment. Puisque c'est une pièce sur la science, au fond, sur l'émancipation par la science au départ, croyait-il. C'est-à-dire que quand Brecht a écrit la première version de cette pièce, il est dans une position où il s'imagine que la science est uniquement un élément émancipateur et qu'elle lutte contre le pouvoir, en l'occurrence contre l'Église, pour faire reconnaître, donc pour avoir une nouvelle astronomie, enfin une physique nouvelle. Et puis, entre-temps, la guerre mondiale a lieu, les découvertes atomiques ont lieu, la bombe atomique, hein, et après-guerre, Brecht s'interroge sur
sur le rapport à la science. Et au fond, il réécrit une partie de sa vie de Galilée, et Galilée lui-même, il met dans la bouche de Galilée d'une façon très, à la fois très générale et très précise, comme ça, des considérations qui sont aujourd'hui finalement toujours les nôtres. Et sur cette question vraiment épineuse du rapport qu'on a, puisque la science est à la fois, comment dire, a tenu des promesses assez sublimes, en quelques siècles, elle a modifié notre rapport au monde, et on voit bien que dans le même temps, elle nous gâche aussi parfois la vie, vous voyez, donc elle est une menace, elle constitue, au long du XXe siècle, on a vu à quel point elle n'était pas qu'un élément, justement, pas qu'un élan émancipateur. Et c'est donc une pièce autour de cette contradiction qui est très belle, et le rôle de Galilée est écrit d'une façon absolument sublime.